Bienvenue à tous dans ce premier webinaire de l'année organisé dans le cadre du Centre de ressources régional pour la rénovation des bâtiments tertiaires. Donc, webinaire sur la thématique de l'efficacité énergétique dans les piscines publiques. Je, je prends 5 minutes pour vous représenter le Centre de ressources parce que ça fait longtemps qu'on ne vous a pas proposé de webinaire régional. Donc, vous dire que le Centre de ressources régional, c'est un centre de ressources qu'on porte déjà collectivement avec plusieurs structures. C'est un centre de ressources qui est financé par la région et par l'ADEME, qui existe depuis 2019, mais avec lequel on anime aussi avec plusieurs partenaires en région, donc la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, Acté qui nous a rejoint l'année passée, le CEREMA et la Banque des Territoires qui contribuent largement aussi à l'animation et notamment sur le contenu, comme aujourd'hui sur la thématique des piscines publiques. Et ce centre de ressources est animé par Aura 2E. Donc, c'est un centre de ressources qui s'adresse dans un premier temps aux acteurs territoriaux, donc EPCI, syndicats d'énergie, ALEC, qui témoigneront notamment aujourd'hui sur cette thématique, mais aussi aux maîtres d'ouvrage publics et aux maîtres d'ouvrage privés depuis maintenant 2 ans. Donc, plusieurs objectifs pour ce centre de ressources. Le premier, c'est de diffuser l'information. C'est notre première priorité. J'y reviendrai après. Donner de la cohérence aussi en identifiant les thématiques portées par nos partenaires et en vous les restituant lors de ces webinaires et rassembler, notamment avec des temps d'animation à destination des structures que je viens de présenter, donc acteurs territoriaux et maîtres d'ouvrage. Petit rappel sur ce qu'on vous propose dans le cadre de ce centre de ressources. On a un site internet où on rassemble un grand nombre d'outils et de ressources. Vous pouvez retrouver sur notre site des pages thématiques sur des sujets comme la qualité de l'air intérieur, les écomatériaux ou encore la réglementation, où on renvoie aussi vers les sites de nos partenaires, notamment la DREAL pour trouver plus d'informations. On propose aussi une sélection de guides qui nous paraissent vraiment aujourd'hui être des guides qui, voilà, qui sont un peu centraux et dont on vous propose une sélection dans notre médiathèque. Des retours d'expérience, vous en aurez un aujourd'hui avec la GEDEN et la Comcom d'entre Bièvre et Rhône. Et des contacts, puisqu'on propose aussi une cartographie avec toutes les structures locales d'accompagnement auprès des collectivités. Donc, votre structure y est probablement pour tout ce qui est syndicat d'énergie, structure locale d'accompagnement. Donc, vous pouvez nous demander aussi quand vous le souhaitez une actualisation de ces pages. On est à votre disposition. Et en termes d'information, on a plusieurs actions à destination du réseau, notamment une lettre d'info mensuelle, la lettre bâtiment, où on propose une veille réglementaire, une veille en termes d'appel à projets, d'initiatives régionales. Donc, si vous ne la recevez pas, vous pouvez nous envoyer un mail, on vous inscrira sur nos listes. Et on diffuse également des offres d'emploi. Donc, si vous recrutez actuellement au sein de votre structure, on peut les diffuser aussi au sein du réseau. Groupe de travail, dans les actions un peu clés aussi du centre de ressources, on propose plusieurs groupes de travail récurrents. Un groupe de travail outils de suivi et de télésuivi qui a ressuscité l'année passée, qui était un groupe de travail un peu historique du centre de ressources. Un groupe de travail sur les certificats d'économie d'énergie. Un nouveau groupe de travail à destination des SDIS. Et enfin, le dernier, mais qui s'adresse plutôt aux conseils départementaux et à la région, sur la thématique des collèges et des lycées. Toujours sur l'animation, on propose aussi une fois par an une journée régionale à destination des accompagnateurs qui a lieu généralement au mois de novembre à Lyon. Et enfin, très rapidement, je voulais juste vous parler de quelques événements à venir, soit qu'on co-organise, soit qui sont en partenariat avec le centre de ressources. Le 21 mai, on propose un webinaire, donc c'est dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Baobab, un webinaire de retour d'expérience organisé par le Ciel sur le mécénat territorial. Et c'est en fait l'aboutissement de 3 ans d'expérimentation sur le sujet. Donc si ça vous intéresse, voilà, ils présenteront leurs outils et les ressources qu'ils ont développées dans le cadre du projet. Je vous remettrai après dans le chat les liens vers ces événements. Le 17 juin, en partenariat avec Acté, une journée régionale carte. Donc les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. Vous recevrez très bientôt les invitations, mais où on aura des thématiques comme le hors-site, le réemploi et l'après-midi, une visite de site plutôt sur la thématique du confort d'été. Et enfin, le 18 juin, une conférence sur laquelle je veux attirer votre attention aussi, c'est la restitution du projet européen Baobab. Donc, comme pour le ciel, c'est le résultat de 3 ans d'innovation
sur le projet où nos partenaires ont exploré des thématiques comme la stratégie patrimoniale, l'assistance à maîtrise d'usage, le mécénat, les montages financiers innovants. Et donc, lors de cette journée, voilà, on aura vraiment une présentation de toutes les ressources et tous les outils qui ont été développés dans le cadre du projet. Et là, les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes et l'événement aura lieu à Lyon, à la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. Et idem, je vous mettrai le lien dans le chat. Je prends pas plus de temps sur la présentation du centre de ressources pour qu'on ait le temps pour les présentations. Donc, on aura deux grands temps dans ce webinaire. Un premier temps plutôt sur les initiatives nationales existantes avec deux interventions. Une première intervention de Yara Le Sceau du CEREMA qui va parler du groupe de travail national dédié aux piscines publiques initié cette année, donc pour faire un peu un point sur les avancées et sur les perspectives. Et on laissera ensuite la parole à Adam Soussana d'Acté qui va nous parler du bilan de l'accompagnement côté Acté et des outils qui ont aussi été développés de leur côté. Et enfin, on fera un temps plutôt de zoom, de retour d'expérience sur un projet de rénovation accompagné de la piscine d'Aqualon. Et là, on aura une intervention à deux voix avec Delphine Bélanger de l'AGDN et Virginie Garnier de la communauté de communes entre Bièvre et Rhône. Et je laisse de ce pas la parole à Yara pour parler Alors, du groupe de travail piscine bonjour à publique. tous. Je vais juste partager mon écran. Donc, alors, juste. Vous voyez bien mon écran, c'est bon? Alors là, on voit le zoom, mais on voit que, voilà, Oui, super, parfait. là, c'est bon. Voilà. Alors, pardon. Bonjour à tous. Excusez-moi. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Yara Le Sceau, je suis chef de projet en gestion de patrimoine immobilier en efficacité énergétique au CEREMA. J'anime le groupe de travail piscine au niveau national que l'on porte avec Acté et ADEME et dont je vais vous parler actuellement. Euh, Ce groupe de travail, il a émergé de plusieurs constats. Tout d'abord, le fait que les piscines sont parmi les plus grosses consommations d'énergie d'une collectivité. Si ce n'est pas le premier, c'est souvent dans le top 5 des consommations en fonction de la taille de la collectivité. C'est souvent des équipements qui sont atypiques et vétustes, plus de 40% des piscines en plus de 40 ans. On avait jusque-là assez peu d'éléments chiffrés en fonction des typologies de piscines. On n'a pas forcément les mêmes ratios de consommation enfin, d'énergie et d'eau. Et il nous semblait que dans la littérature, on avait un peu un manque de pistes d'action concrètes pour réduire les consommations énergétiques. Par ailleurs, c'est des équipements qui sont assujettis au dispositif éco-énergie tertiaire, donc soit avec un objectif en valeur relative ou en valeur absolue. En valeur relative pour les équipements qui sont les plus vieillissants et les moins performants, qui devront respecter un objectif de 60% de réduction des consommations d'ici 2050. Et puis pour les autres, respecter un objectif en valeur absolue sur les différents seuils 2030, 2040, 2050 qui sont définis par l'arrêté. Donc dans ce contexte-là, on a eu connaissance que chacun travaillait sur les piscines, que ce soit CEREMA, ADEME ou Acté. En fait, on a décidé d'unir nos forces et de faire un guide beaucoup plus complet que ce que chacun aurait pu faire de son côté. Il nous a semblé plus intelligent d'agir ensemble que chacun dans son coin pour pouvoir faire un guide qui parle vraiment d'une seule et même voix. Donc en fait, on a aussi sondé différentes collectivités au démarrage, en fait, à travers le réseau des relais du dispositif éco-énergie tertiaire que porte le CEREMA. Et c'est à partir de là, en fait, qu'on a créé ce réseau au début un peu qu'avec des collectivités, puis qui s'est agrandi au fur et à mesure. Donc en fait, on a lancé ce groupe de travail en juin 2025, officiellement. Et l'objectif de la démarche, donc, c'est bien de réduire les consommations d'énergie et les consommations d'eau des établissements aquatiques, de trouver et de partager les solutions à la fois techniques et usage. Et notre objectif, c'était vraiment d'agir d'une façon
collaborative et participative et d'avoir le plus possible d'avis d'experts. Donc on a eu différentes phases. La première phase, c'était la phase d'état des lieux représentatifs des établissements, c'est-à-dire qu'en fait, on avait besoin de savoir qu'est-ce qui définissait une piscine, quels étaient les différents indicateurs qui pouvaient définir une piscine et qui pouvaient agir sur la consommation énergétique. Ce qui nous a mené après à définir 4 typologies de piscines pour lesquelles en fait on pense qu'elles ont des consommations similaires. Et puis identifier aussi des solutions techniques et organisationnelles qui permettent à la fois pour chaque typologie et plus globalement pour l'ensemble des piscines, de réduire les consommations énergétiques et les consommations d'eau. Et l'objectif, c'est bien d'avoir un guide technique à destination des techniciennes et techniciens et les responsables de piscine d'ici la fin de l'année. En fait, on s'est constitué en sous-groupe de travail. Donc, on a un groupe de travail global à travers lequel on a une réunion d'avancement. Donc, il y a beaucoup de personnes qui participent à ce groupe de travail, mais c'est plus pour avoir une idée de l'avancement de tous les autres groupes de travail. Donc, ce groupe de travail se réunit une fois par trimestre. Et sur les autres groupes de travail thématiques, sur lesquels on est à peu près entre 15 et 20 au sein de chaque sous-groupe, on travaille sur différentes spécificités. Donc, le premier concerne les indicateurs des piscines et le retour d'expérience. Donc, dans ce groupe de travail, en fait, on a déterminé en particulier quels étaient les indicateurs des piscines, qu'est-ce qui définissait une piscine, enfin, par rapport à qu'est-ce qui pouvait être un critère discriminant d'une piscine par rapport à une autre, et aussi chercher des différents retours d'expérience au niveau national qui nous permettaient d'illustrer nos propos. Un deuxième groupe de travail sur les solutions techniques et les solutions d'usage. Un troisième groupe de travail plutôt sur les modèles économiques et la gouvernance d'une piscine, et puis un groupe de travail interne CEREMA à Demacté dans lequel on rédige le guide. Donc, on a eu beaucoup de succès en fait, avec ce groupe de travail. En fait, on s'est rendu compte que ça suscitait beaucoup d'intérêt de la part de différents organismes. En fait, on est à peu près 60 organismes impliqués sur des réseaux d'acteurs qui viennent de différents milieux, des collectivités de toute taille, des fédérations de sport, des associations d'ingénieurs, des élus du sport, des bureaux d'études, des architectes spécialisés, les syndicats d'énergie, aussi des constructeurs de piscines. Concernant en fait l'avancement des différents sous-groupes. Donc sur le premier groupe de travail, en fait, on a travaillé par étapes. Donc la première étape, ça a été de constituer un tableau qui était vraiment très exhaustif sur les différents indicateurs qui permettent de définir quels sont les critères qui permettent de caractériser une piscine. On a travaillé ensuite sur la définition des différentes typologies. Donc, je vous en parlerai dans le slide d'après. Et en fait, dans ce cadre-là, on a lancé une enquête en ligne entre fin novembre et fin janvier à l'échelle nationale pour identifier les consommations énergétiques et les consommations d'eau de différentes typologies de piscines au niveau national. Donc, on attendait une centaine de réponses, on en a eu 200. On en a eu 130 qui étaient exploitables, simplement parce qu'en fait, on s'est rendu compte que parfois, parmi les exploitants, il y en a certains enfin, il y a un peu un détachement, en fait, entre, les notions, d'énergétique et l'exploitation de la piscine. Donc en fait, des fois, on avait, des chiffres, ben, des ordres de grandeur de 1000 de différence, donc qui rendait la donnée inexploitable. Donc, malgré ça, enfin, avec 130 données, on a pu exploiter les données et avoir des premières tendances. On a aussi démarré donc, des entretiens en visio et des visites de piscine, ce qui nous a permis en fait de commencer à rédiger des fiches de retour d'expérience détaillées et de pouvoir illustrer chaque solution qu'on met en avant dans le guide. Donc, pour rappel, les différentes typologies retenues. Donc, on en a 4, allant de la
piscine, vraiment la piscine de proximité, piscine monobassin, donc, un seul bassin et une surface inférieure à 400 mètres carrés sans zone ludique, ni pataugeoire. Une deuxième typologie avec une piscine, un ou deux bassins où la surface est inférieure à 600 mètres carrés sans zone ludique, pataugeoire. Une troisième où c'est des centres aquatiques un peu plus polyvalents, où on a une surface de bassin qui est comprise entre 600 et 900 mètres carrés, et une dernière typologie avec les très grands centres aquatiques, où on a en général plus de 900 mètres carrés, multi-bassins, voilà, enfin, beaucoup d'activités différentes de prévues. Au niveau de l'enquête en ligne, je ne vais pas vous donner trop de détails, mais en fait, elle nous a permis de caractériser les consommations par typologie de piscine. Ça donne des premiers éléments qui seront sans doute à compléter avec une enquête à l'avenir, mais ça donne déjà des tendances à la fois sur toutes les catégories confondues et par typologie de piscine. Donc en fait, on voit que sur la consommation d'énergie, il y a vraiment une différence sur la typologie de piscine, alors que il y a moins d'écart en fait sur la consommation d'eau en litres par baigneur. Ensuite, sur le deuxième groupe de travail, sur la partie solution, donc on a pris le parti en fait de se focaliser le guide sur la rénovation et pas sur la construction neuve, car pour nous l'enjeu c'est vraiment la rénovation. Et l'idée est de présenter des solutions par typologie de piscine et d'insister sur le niveau de gain de consommation, la facilité de mise en œuvre et le coût d'investissement. Donc en fait, on aura une grille de toutes les solutions et laquelle s'applique le mieux à chaque typologie et des priorisations de solutions de façon très succincte, court, moyen, long terme, avec des fiches solutions. Et donc, parmi les fiches solutions, on en a identifié pour l'instant 25 qui vont du usage, tout ce qui concerne l'hygiène, à la fois l'hygiène des baigneurs, mais aussi l'hygiène des plages autour des bassins. Les couvertures thermiques, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Finalement, avec un peu de recul, enfin, vous découvrirez quand le guide sera rédigé, mais il y a des solutions qui sont aussi à prendre avec des pincettes et aussi à croiser les regards des différents experts. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les guides, mais de toutes les fiches, mais l'objectif, c'est vraiment d'écarter les solutions les plus anecdotiques en regroupant les solutions qui peuvent être regroupées ensemble, d'avoir un guide qui soit lisible, exhaustif et concis, et pour chaque solution, avoir donc le constat, les préconisations, les points d'alerte et un exemple concret de qui l'a mis en place et comment ça a été fait avec des photos à l'appui. Pour vous donner quelques exemples des solutions qu'on peut retrouver dans le guide, j'en ai développé 3. D'abord, sur ce qui concerne la filtration d'eau, par exemple, on se rend compte en visitant les piscines, en ayant des entretiens, en fait, il y a beaucoup de piscines qui tournent en permanence sur leur pompe de filtration et qui ne varient pas les débits. Donc déjà, une des solutions à mettre en place, c'est d'installer des variateurs des débits sur les pompes de filtration pour adapter les consommations aux besoins réels, en fait, et on n'a pas besoin de filtrer l'eau en permanence la nuit. Et l'ARS permet quand même une réduction de débit jusqu'à 30%. Aussi d'asservir le lavage des filtres au taux d'encrassement réel dans ce qu'on appelle la mesure de delta P, plutôt que de faire des cycles périodiques. En fait, dans beaucoup de piscines, c'est régulier. En fait, on fait un contre-lavage des filtres une fois toutes les 2 semaines ou tous les 10 jours, sans forcément regarder le taux d'encrassement. Donc, une mesure d'économie d'eau et d'énergie, c'est d'asservir ça au taux d'encrassement réel à travers la mesure de la delta P. Une autre mesure qui concerne aussi la filtration d'eau, c'est l'utilisation de médias filtrants plus fins. Donc, plutôt que d'utiliser des filtres à sable, utiliser des filtres, changer le média filtrant et donc utiliser un granulat de verre ou de la perlite. Sachant que
bon, tous les médias filtrants ont leurs avantages et leurs inconvénients, et c'est aussi l'objectif du guide de présenter les tenants et les aboutissants de chaque solution. Une deuxième solution consiste à suivre précisément les consommations d'eau et les consommations d'énergie, puisqu'en fait, on se rend compte que souvent, la question de l'énergie est vue de trop loin. Il y a un suivi énergétique qui est fait, mais une fois par mois. Le mieux, c'est vraiment de mettre en place un tableau de bord. Les plus engagés vont vous dire qu'il faut faire un suivi à autant horaire. Après, un suivi déjà journalier peut déjà faire identifier les anomalies et avoir un gain de consommation. L'idéal, c'est d'avoir un sous-compteur sur chaque bassin et d'être vraiment critique sur l'analyse des consommations, avoir une surveillance quotidienne, à la fois sur la consommation, sur la fréquentation des bassins et pour détecter les dérives et les fuites. La dernière solution que je vous présente ici, c'est le fait d'adapter, c'est vraiment plus sur les usages, le fait d'adapter les horaires d'ouverture des bassins ou des espaces aux périodes de fréquentation. Par exemple, en fait, les saunas sont des équipements qui consomment énormément d'énergie. En fait, on n'a pas besoin de les utiliser, de les ouvrir sur toute la période d'ouverture de la piscine. Il suffit d'adapter en fonction des créneaux où on a identifié comme étant les plus utilisés. Pareil pour les jeux, en fait, tout ce qui concerne les cols de cygne, les rivières rapides, les jets massants, sont des équipements qui consomment beaucoup d'énergie, et en fait, il suffit de faire des circuits de fonctionnement avec une horloge, et en fait, en plus, ça pousse les nageurs à aller d'un équipement à un autre et de faire tourner. Et aussi, bien sûr, ce qui est fait dans beaucoup de piscines, c'est de préserver, de planifier des créneaux spécifiques, par exemple pour les bébés nageurs où l'eau est chauffée davantage, souvent le samedi matin. Comme ça permet de monter en température tranquillement le vendredi et d'avoir un seul créneau de réservé le samedi matin. Et souvent, c'est mutualisé quand il y a plusieurs piscines qui sont à proximité pour pas que chaque piscine propose son créneau de bébé nageur. De mutualiser au sein d'une seule piscine. Voilà. Et puis pour finir sur le dernier groupe de travail, le dernier groupe de travail concerne toute la partie financière et les modèles de gestion. Donc ça va conduire à une partie dans le guide où on va plutôt parler de la gouvernance, des modèles de gestion, et aussi en particulier des modèles de gestion de la performance énergétique. Et une autre partie sur la mise en œuvre financière, à la fois le modèle économique, mais aussi les financements qui sont mobilisables en fonction de chaque travaux et les temps de retour sur investissement. Donc le guide, il sera élaboré sur la façon suivante. En fait, il y aura d'abord un état des lieux et le constat qui sera très inspiré de l'enquête en ligne et de tout ce qu'on a pu faire sur le premier groupe de travail. Ensuite, une partie sur la gouvernance, les modèles de gestion. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'en fait, on se rend compte que souvent, la gouvernance a un impact direct sur les consommations énergétiques, et si le directeur ou la directrice de la piscine n'a pas la main, en fait, on ne peut pas forcément faire les mêmes choses dans une grande métropole où il y a beaucoup de strates et d'acteurs différents que dans une plus petite collectivité où on est directement sous le DGS. Donc, on parle de toute cette dynamique ici. Une autre partie, donc on va parler des solutions par typologie de piscine. Donc là, on va vraiment détailler donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure sur les fiches solutions qui seront mises en annexe. Et enfin, une mise en œuvre, la partie mise en œuvre financière. Et donc, dans les annexes, on retrouvera une dizaine de fiches de retour d'expérience illustrées basées sur les différentes visites qu'on a pu faire, et les fiches solutions, comme je vous ai montré, avec à chaque fois des exemples et des illustrations basées sur les entretiens visio en particulier qu'on a pu faire. Voilà, et donc sur le planning, en fait, ce que vous voyez à l'écran, donc ce qui est en vert, c'est qui a déjà été fait, ce qu'on est en train de faire en orange, et ce qui
ce qui est en cours en orange et ce qui reste à faire est en bleu. Donc tout le travail qu'on a fait jusque-là, on a réalisé donc l'enquête en ligne, on a analysé les données, on a identifié les piscines à enquêter, on a mené la plupart des entretiens, là on arrive vraiment à la fin. On a fait la plupart des visites et aujourd'hui, donc ce qui nous reste à faire vraiment, c'est la partie rédaction. Il faut qu'on ait fini cette partie-là pour le mois de juin, fin juin. Et après, ça passera plutôt en phase édition pour publier le guide à la fin de l'année. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, il y a mes coordonnées si vous avez des questions par la suite. Merci beaucoup. Merci Yara, très beau timing. Je vois pas de questions dans le chat, mais ce qu'on peut faire, c'est enchaîner avec la présentation d'Adam et à la fin de la première partie de ce webinaire sur les initiatives nationales, on pourra laisser la parole éventuellement à quelques participants s'il y a des questions qui vous viennent entre-temps. Merci beaucoup et bah, Adam, je te laisse la main pour partager. Merci beaucoup Marine. Bonjour à tous et tous. Je m'appelle Adam Soussana, je suis coordinateur du pôle centre de ressources du programme Acté et j'ai le plaisir d'intervenir pour Acté à ce webinaire autour de l'efficacité énergétique des piscines publiques avec vous aujourd'hui. Donc effectivement, Acté est, comme l'a dit Yara, partenaire du groupe de travail et participe au travail qui est en cours avec l'ADEME et le CEREMA. Et je vais essayer de vous présenter d'autres actions qui ont déjà été menées par Acté, notamment en termes de bilan de financement sur les piscines et d'autres ressources et outils méthodologiques qui peuvent être utiles en complément. Alors peut-être pour commencer, ce que j'avais imaginé, c'était un petit échauffement sous la forme d'un quiz qui permettra de toutes et tous nous réveiller dans ce webinaire. Donc je vous propose une première question de ce quiz. En moyenne, quelle est la part du coût des fluides, eau, électricité, chauffage dans les charges d'exploitation d'une piscine publique? Alors, on a trois réponses possibles, 8%, 17% ou 34%. Donc je vous laisse voter dans le chat en écrivant votre réponse. Alors, je vois des premières réponses qui sortent. On a des 34, des 17, pas mal de 34. On a plutôt une majorité qui se dégage autour de 34, j'ai l'impression. Eh bien, je sens que peut-être qu'on a été un tout petit peu pessimiste. Certes, c'est une part assez importante, mais en moyenne, on est plutôt autour de 17% pour le coût des fluides. Ce qui reste quand même assez important. Et alors, ce qui est important à avoir en tête, c'est qu'on a une grande variabilité. Donc, quelque part, en fait, vous aviez raison aussi sur le 34%, au sens où ça peut aller jusqu'à 34%. En tout cas, c'est ce que nous disait une étude de l'AFIGES en 2022, que ça pouvait varier entre 8 et 34%. Donc, lorsque cette part est la plus élevée, on arrive jusqu'à ce seuil-là. Ce que ça nous montre aussi, c'est qu'on a de grandes marges de manœuvre pour essayer de réduire ces consommations et pour faire en sorte de passer du 34 plutôt au 8 pour être le plus performant possible en termes d'exploitation d'une piscine et de diminution de la part du coût des fluides. Si on enchaîne sur la deuxième question, quel est le premier poste de consommation en chaleur d'une piscine intérieure? Là aussi, je vous laisse voter dans le chat en disant 1, 2 ou 3. Alors, on a des 3, des 1, pas mal de 1, quelques 3 aussi. J'attends encore quelques secondes pour que tout le monde ait pu voter. Eh bien, on était effectivement sur la réponse 3, le chauffage de l'air et sa déshumidification, qui représente jusqu'à 60% de consommation en chaleur pour les piscines. Donc, merci beaucoup de vous être prêté au jeu. L'idée, c'était plutôt de voir un petit peu quelles sont justement les marges de manœuvre, de progression qu'on peut avoir dans l'exploitation d'une piscine pour diminuer sa consommation en énergie, le coût des fluides notamment, et sur quel poste de consommation notamment on peut travailler avec cette deuxième réponse au quiz. Si on reparcourt très rapidement les enjeux autour des piscines publiques, parce que Yara en a déjà un peu parlé, nous on identifie notamment trois enjeux aujourd'hui autour de la consommation d'énergie des piscines. Le premier, c'est la hausse et les fluctuations du coût de l'énergie. Vous le savez comme nous, on est dans un contexte géopolitique qui est particulièrement complexe du point de vue des cours de l'énergie,
Alors, depuis la guerre en Ukraine en 2022, mais aussi beaucoup plus récemment avec les événements géopolitiques récents, et ça implique des fluctuations des coûts de l'énergie et notamment une difficulté à se projeter sur des cours de l'énergie stables qui font que les piscines étant des équipements particulièrement énergivores, elles peuvent coûter aussi particulièrement cher et de plus en plus cher aux collectivités territoriales. À côté de ça, on a des enjeux aussi de raréfaction de la ressource en eau avec des épisodes de canicule qui se multiplient liés au dérèglement climatique et des arrêtés sécheresse qui sont pris en réaction à ces épisodes de canicule. Et enfin, Yara en a parlé tout à l'heure, il y a aussi un enjeu de vieillissement des équipements puisqu'on estime que 40% des piscines ont plus de 50 ans. Donc on est sur des équipements et des conceptions qui sont peu performants avec des déperditions d'énergie importantes, des fuites et parfois une absence de suivi de consommation associée. Et pour autant, on sait aussi qu'il y a beaucoup d'enjeux en termes de politique publique qui sont liés aux piscines publiques. Et c'est pour ça qu'on a aussi choisi de travailler là-dessus avec le CEREMA et l'ADEME, notamment cet enjeu d'apprentissage de la natation et de lutte contre les noyades, mais aussi un enjeu de santé publique et de bien-être, puisque ça permet aussi la lutte contre la sédentarité avec une pratique qui est accessible à toutes et tous. Enfin, dans un contexte de vagues de chaleur et de canicules de plus en plus fréquentes dont je parlais à l'instant, les piscines représentent également un îlot de fraîcheur qui est assez intéressant en ville et qui permet aussi une forme de lutte contre les inégalités sociales, puisque les piscines publiques ont souvent un tarif qui est relativement abordable et qui permet d'avoir un îlot de fraîcheur accessible pour différentes populations. Et on a bien sûr un dernier enjeu de politique publique pour les collectivités, qui est aussi celui des loisirs et du tourisme, puisque les piscines participent bien évidemment à cela. Une fois qu'on s'est dit tout ça, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des piscines publiques et comment est-ce qu'on peut être accompagné. Donc, il y a bien sûr tout le travail qui est en train d'être fait avec l'ADEME et le CEREMA et dont Yara vous a parlé. Et je vais vous présenter quelques autres accompagnements qu'on a développés avec Acté ces dernières années autour des piscines publiques. Donc déjà, pour rappeler ce qu'est Acté, Acté, c'est un programme C2E, Certificat d'économie d'énergie, qui est piloté par le ministère de la Transition écologique et qui est coporté par la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. On est ravi d'être partenaire du centre de ressources d'Ora 2E en région Aura et on a vocation à accompagner les collectivités territoriales autour de l'efficacité énergétique et de la rénovation énergétique du patrimoine public. Et on porte cet accompagnement par au moins 3 modes d'action. Déjà des aides financières pour l'ingénierie amont aux travaux de rénovation énergétique. Je vais vous les détailler un peu plus sur la partie piscine publique. Ensuite, des ressources et guides pratiques. On va en parler aussi un petit peu aujourd'hui en termes de production d'expertise. Et enfin, un réseau d'animation et des formations à destination des collectivités territoriales, avec notamment le réseau des économes de flux. Et je suis sûr qu'il y a sûrement des économes de flux avec nous aujourd'hui, donc je les salue. Pour commencer sur la partie accompagnement financier, quelques chiffres autour du programme Acté 2. Donc, je ne l'ai pas redit, mais Acté fonctionne avec des volets de programme qui se succèdent. Donc, on avait Acté 1 avec 10 millions d'euros, on a eu Acté 2 avec 110 millions d'euros. Aujourd'hui, on est dans Acté Plus, qui est doté de 220 millions d'euros de budget. Et on est en cours de discussion avec le ministère et la DGEC pour un Acté 4. Autour de Acté 2, donc le précédent volet de notre programme sur lequel on a tous les chiffres stabilisés, on a eu 102 piscines accompagnées par Acté sur différents lots donc d'ingénierie amont. Ces lots incluaient des prestations d'AMO, donc d'assistance à la maîtrise d'ouvrage sur différents sujets techniques, financiers, contractuels, des outils, notamment des outils de suivi de consommation qui peuvent être déployés, des études techniques, et vous le voyez, c'est vraiment le lot principal qui a été utilisé sur les piscines publiques dans Acté 2, et de la maîtrise d'œuvre avec du financement donc de maîtres d'œuvre pour des projets de rénovation énergétique de piscines publiques. Sur la partie études techniques, vous le voyez, c'est le lot le plus important, et ça inclut notamment beaucoup d'audits énergétiques qui ont pu être financés sur des piscines publiques. En particulier, on avait porté un sous-programme spécifique qui s'appelait Acto, qui visait spécifiquement à accompagner des piscines publiques dans des projets d'efficacité énergétique ou de rénovation énergétique. Vous avez ici un rapide bilan, donc notamment en termes de piscines touchées, mais aussi de type de piscines touchées, qu'elles soient communales ou intercommunales, avec leurs différentes caractéristiques. On voit en termes d'années de construction du site qu'en fait, on avait 25 piscines avant 2000, mais 21 après 2000. Donc, on voit que même pour des piscines récentes, il peut y avoir des besoins en termes de travail sur l'efficacité énergétique de la piscine, voire parfois de projets de rénovation lorsqu'il y en a besoin. Pour enchaîner sur le volet dans lequel on se trouve actuellement, donc Acté Plus, un rapide bilan là aussi des piscines qui sont en cours de financement.
on a plus de 200 piscines qui devraient bénéficier de fonds d'ici fin 2026. Alors pourquoi est-ce qu'on parle au conditionnel? Eh bien parce que justement, on a 200 piscines qui sont, entre guillemets, dans les tuyaux de nos financements, donc qui ont fait une demande de financement, qui sont sur notre plateforme, qui ont donc le droit de bénéficier à ces financements-là, et elles sont en cours de projet. Donc évidemment, on a ces projets qui sont en cours et qui vont durer jusqu'à fin 2026, et donc ça devrait nous emmener jusqu'à 200 piscines accompagnées, là aussi avec le même type de lot. On a également le lot RH, donc le suivi par des économes de flux et l'accompagnement d'économes de flux à destination soit de communes, soit d'intercommunalités pour travailler sur leurs piscines publiques. Donc ça donne un ordre d'idée de ce qui a été financé par Acté en termes de piscines publiques ces dernières années. Et on espère bien évidemment continuer cet accompagnement financier. Et donc, c'est ce que je vous partageais à l'instant. On est en cours de négociation pour ce nouveau volet du programme Acté 4, dont on espère qu'il va permettre de pouvoir continuer à financer les piscines publiques sur le même type de financement pour la suite. Rapidement, ensuite, sur les outils d'expertise. Donc, je le disais tout à l'heure, on a 3 piliers chez Acté, donc le financement, l'expertise et l'animation. Donc, sur ce deuxième pilier, l'expertise, on a différentes ressources qui peuvent être utiles pour travailler vos projets d'efficacité énergétique ou de rénovation énergétique de piscines publiques. Donc, toutes ces ressources sont en ligne sur notre centre de ressources. Il vous suffit de taper Acté ressources dans le moteur de recherche que vous préférez et vous allez tomber sur la page de nos ressources. Je vous partage au moins 4 ressources directement centrées sur les piscines publiques que vous avez ici à gauche de la slide. Donc, la première traite des contrats de performance énergétique sur des piscines. Alors, ça peut sembler un peu spécifique, notamment pour les collectivités qui n'ont pas l'habitude de travailler avec des CPE, des contrats de performance énergétique. Pourtant, c'est assez utile parce que ça permet d'avoir un véhicule contractuel qui peut être adapté à différentes problématiques, notamment le fait de traiter à la fois, par exemple, les travaux et l'exploitation de maintenance lorsqu'on le souhaite, et surtout d'avoir des garanties de performance énergétique. Vous avez donc différents retours d'expérience de collectivités dans cette ressource-là. On avait édité aussi en 2023 un dossier pratique autour de la réduction des consommations des piscines et des centres aquatiques que vous pouvez retrouver également en ligne. Une troisième ressource que l'on avait éditée au moment de la crise énergétique et qui finalement, je pense, est assez actuelle de nouveau aujourd'hui, c'est celle que vous voyez en bas à gauche, explosion des prix de l'énergie dans les piscines. Que faire? Alors le titre est assez évocateur. En réalité, ça correspond à une dizaine de mesures un peu quick win qui peuvent être mises en place assez facilement sur des piscines publiques. Donc on l'avait édité dans le contexte de la crise en Ukraine et de l'inflation des prix de l'énergie qu'on avait connue à cette époque. Aujourd'hui, elle est de nouveau finalement assez utile pour se projeter dans des actions qui peuvent être mises en place assez facilement dans des piscines publiques. Et enfin, plus récemment, avec notre maison mère, la FNCCR, et son département de l'eau, on a publié un guide qui traite à la fois des enjeux de maîtrise de l'eau et de maîtrise de l'énergie dans les piscines publiques, qui s'appelle Économiser l'eau et maîtriser l'énergie dans les piscines publiques, un guide pratique pour les collectivités, dont je vais vous parler un tout petit peu plus juste après. Un petit mot aussi pour vous parler des autres documents et ressources qui existent et qui peuvent s'appliquer aux piscines publiques. Puisque bien évidemment, sur notre centre de ressources, on a beaucoup d'autres choses qui sont un petit peu plus généralistes pour les bâtiments publics, mais qui en particulier peuvent être utiles pour les projets d'efficacité énergétique et de réno énergétique sur les piscines. En particulier, on a un cahier des charges audit énergétique qui est en ligne sur notre site, qui s'applique à tous les types de bâtiments publics, qui peut notamment être utile pour des audits énergétiques que vous souhaiteriez contractualiser sur vos piscines. Et on travaille aussi une version adaptée aux piscines qu'on souhaite diffuser d'ici fin 2026 pour que vous ayez un outil méthodologique vraiment adapté aux besoins spécifiques des piscines. Et on sait qu'il y a des besoins spécifiques justement sur ces bâtiments. On a également un guide méthodologique pour la mise en place d'un CPE. Donc, on en parlait à l'instant, les CPE, ça peut être un véhicule contractuel intéressant pour des projets sur des piscines. Et ce guide méthodologique, justement, il vous fait un peu un pas à pas de comment mettre en place un CPE, que ce soit sur les piscines publiques ou sur d'autres sujets. Et enfin, on a un cahier des charges sur les études de décarbonation des modes de chauffage. Donc, vraiment sur les études d'opportunité pour la décarbonation des modes de chauffage. Et l'idée étant que cette étude vous permet d'avoir un peu un panorama des modes de chauffage que vous pourriez mettre à la place d'un chauffage fossile dans un bâtiment public et en particulier dans une piscine publique, dans l'idée que dans un deuxième temps, vous puissiez faire une étude de faisabilité sur le mode de chauffage que vous avez retenu et éventuellement un investissement qui peut être notamment financé par le fonds chaleur de l'ADEME que vous connaissez sûrement toutes et tous. Un rapide focus sur le guide dont je vous parlais à l'instant, qui a été publié avec la FNCCR, Économiser l'eau et maîtriser l'énergie dans les piscines publiques. L'idée de ce guide, c'est d'avoir des conseils et solutions pour améliorer l'efficacité énergétique des piscines, que ce soit dans le cadre d'un projet vraiment d'amélioration de l'exploitation maintenance
de la piscine ou dans le cadre d'un projet de travaux sur une piscine publique. Donc, si on regarde du point de vue de l'exploitation-maintenance, le guide va s'intéresser aux questions de qualité de l'eau et comment est-ce qu'elles peuvent impacter les consommations d'énergie et d'eau dans les piscines. Il va s'intéresser bien sûr au chauffage de l'eau et au mode de chauffage dans la piscine, à la température et à l'hygrométrie, notamment à la température de l'air. On en parlait tout à l'heure, c'est un poste de consommation vraiment important dans les piscines publiques, et aussi aux différents types d'équipements qui peuvent être installés au niveau du hall et des bassins. Bien évidemment, l'exploitation maintenance, ça ne suffit pas toujours, même si ça peut être une solution, notamment si on n'a pas la capacité à investir dans des travaux de rénovation énergétique. Et donc, le guide s'intéresse aussi à la question des travaux pour les collectivités qui ont la capacité de faire un investissement dans des travaux de rénovation énergétique et qui en ont besoin sur leur patrimoine. Donc, comme toujours, dans tout ce qu'on essaye de faire sur les travaux de rénovation énergétique, la première étape, c'est de se questionner autour des besoins et usages du bâtiment. Donc, quelle va être la programmation de travaux du bâtiment en fonction des besoins et usages qu'on lui donne et qu'on souhaite lui allouer pour la suite. Le guide va aussi parcourir les différents lots de travaux et enfin, un focus spécifique sur la valorisation des eaux impropres à la consommation. Ce guide n'a évidemment pas vocation à se substituer avec le guide qu'on travaille avec l'ADEME et le CEREMA et dont Yara vous a parlé tout à l'heure. C'est plutôt, on va dire, une première étape dans la production d'expertise qu'on avait proposée aux collectivités territoriales. Et le guide qu'on produit avec l'ADEME et le CEREMA va être beaucoup plus détaillé, beaucoup plus fourni et aller beaucoup plus loin, notamment avec toute l'enquête qui a été menée avec les partenaires. Donc, d'ici fin 2026, vous aurez un guide encore plus fourni qui sera à disposition, produit par le CEREMA, l'ADEME et Acté. J'en ai fini de mon côté pour cette présentation et évidemment à disposition pour toute question là-dessus. Et j'ai remis juste ici les contacts chez Acté que vous pouvez solliciter pour toute question sur des projets de rénovation énergétique ou d'efficacité énergétique de piscines publiques. Merci beaucoup Adam pour cette présentation, c'était très clair. J'ai vu quelques emojis de réaction, donc a priori ça avait l'air ça avait l'air clair pour tout le monde. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. On les traitera une par une. Ou alors, vous pouvez aussi ouvrir votre micro. Les participants ont tout à fait la main là-dessus. Euh, si des questions vous viennent entre-temps, on pourra aussi reprendre quelques questions sur la première partie en fin de webinaire. Et sinon, on peut enchaîner avec donc la deuxième partie de ce webinaire qui est plutôt un zoom de retour d'expérience sur un projet de rénovation et donc avec une présentation à deux voix de Delphine et Virginie. Je vous laisse la main pour la suite. Bonjour à tous. Est-ce qu'on voit mon écran? Oui, très bien. Et on t'entend très bien aussi. Super, génial. Je vais me présenter. Donc moi, je suis Virginie Garnier. Je suis responsable du service énergie-climat à la communauté de communes entre Bièvre et Rhône. Et je suis avec Delphine. Bonjour tout le monde. Donc moi, Delphine Bélanger de l'AGEDEN. On est une structure associative sur l'Isère et on est intervenu aux côtés d'Entre-Bièvre et Rhône sur plusieurs sujets. Je vous expliquerai tout à l'heure. Donc la communauté de communes entre Bièvre et Rhône, c'est 37 communes entre Vienne et Valence, 70 000 habitants et 275 agents. On est un territoire rural semi-urbain qui est très marqué par l'industrie, qui est situé tout le long du Rhône, à l'ouest du territoire. Je vous ai remis les documents cadres qui nous régissent et dont on va parler. Donc, on a un projet de territoire qui est le projet de politique sur notre territoire, à savoir que nous gardons la même présidence et le même vice-président aux énergies renouvelables et à la transition écologique. On a un projet de territoire qui est très marqué, enfin, qui a une ambition environnementale importante. On a un plan climat 2022-2027 et on a un plan de sobriété depuis 2023. Et depuis, notamment, on va voir l'arrêt d'Aqualone pour des raisons énergétiques. Je vous ai remis un peu le patrimoine communautaire bâti, 13 bâtiments soumis au décret éco-tertiaire, 3 piscines, dont 2 en régie. Donc, on va zoomer sur la piscine Aqualone.
On fait partie donc des piscines qui sont âgées mais sans être trop âgées. Donc ouverte en 2002 à Saint-Maurice-les-Guisil et on est en délégation de service public avec Vermarine. On a un bassin, on a une halle de 3000 mètres carrés chauffée au gaz. On avait avec un bassin ludique et un bassin de nage de 25 mètres. En 2022, crise énergétique, Vermarine ferme la piscine d'Aqualone et nous dit qu'il n'y a plus le modèle économique. Et c'est ce qui a déclenché tout le projet de rénovation énergétique d'Aqualone. Donc, les objectifs du projet qui commence en 2023, c'est la rénovation technique et énergétique. Pour se conformer directement au décret éco-tertiaire, les élus ont décidé de pas faire de pas en pas, mais d'aller directement à moins 60%. Et vous allez voir que c'est pas facile. Et puis, on a de la rénovation technique et de la mise en conformité. C'est une longue histoire, le projet de rénovation. Je vais quand même vous raconter un peu le début parce qu'en fait, c'est, je trouve, cette première marche qui est difficile à faire. Et on verra que la dernière marche est aussi difficile. Et on en parle très peu au final. Et donc, j'ai zoomé sur cette problématique-là. Donc, en fait, c'est la phase diagnostic et étude. Donc, on a une pression des usagers, on a une fermeture et donc on a une volonté politique. On t'a perdu, Virginie. Ouais. C'est le bâtiment et moi, à l'époque, chargée de mission T-Post. Et donc, du coup, on t'a perdu un petit peu, Virginie. Il faut que tu reviennes en arrière. Je fais quoi? On t'a perdu sur la volonté politique. Il y a un écho chez moi. Et donc, du coup, je disais que une des grosses problématiques qu'on avait, c'était qu'on n'avait pas de service technique. Enfin, on avait une direction des services techniques et en fait, une chargée de mission TEPOS. Et donc, pour débuter le projet, c'était compliqué. Donc, on a sollicité l'AGEDEN, donc Delphine, qui nous suit depuis le début, et on a sollicité le programme ACTO, donc dont on vient parler. Sauf que en fait, pour solliciter ACTO, il faut quand même un peu d'ingénierie et donc du coup, on crée ce trio directeur des services techniques, AGEDEN et chargé de mission TEPOS et on lance un audit technique et énergétique avec A3 Cereba qui va devenir après notre AMO et on met en place une gouvernance avec les élus. On a décidé qu'il y en avait une gouvernance avec l'élu au bâtiment, l'élu au sport pour maintenir la problématique du savoir nager, etc. et l'élu à l'environnement. Et on va voir que c'est ce trio qui va porter tout le projet chez nous. L'audit technique et énergétique montre que c'est une catastrophe. Les élus disent bon bah on continue, il faut aller jusqu'au bout. Donc là on écrit une étude, on écrit une charge de maîtrise d'œuvre. Et en fait, comme on était un peu nouveau, on n'avait pas d'ingénierie, on a fait sans études programmatiques. Et quand la cellule bâtiment est arrivée avec 2 recrutements d'ingénieurs bâtiment, ils nous ont dit quoi? Mais vous avez fait un cahier des charges de maîtrise d'œuvre sans études programmatiques, ça va, voilà. Bon. Ça a causé quelques petits désaccords et on verra que effectivement il y en avait besoin, mais bon, voilà, à l'époque on savait pas. On part en maîtrise d'œuvre, donc on a une équipe CD2I Indigo Madinier. Qui va refaire toutes les études, tous les calculs. Et donc, en 2024, Hébert recrute 2 ingénieurs qui vont pouvoir suivre le projet. Et du coup, moi, je deviens que la partie environnementale et énergétique.
En fait, cette maîtrise d'œuvre, elle n'a pas de vision adaptation au changement climatique. Elle voit que les énergies renouvelables. Et ça, c'est un point sur lequel je vous alerte. C'est très dur d'avoir une maîtrise d'œuvre qui a les deux visions. Donc du coup, en termes d'énergie renouvelable, on est très bien, vous allez voir. Donc ça, c'est le schéma qui a été fait pour sensibiliser le grand public. Et moi, il me va très bien sur les travaux énergétiques. Je vais le faire avec mes mots et s'il y a besoin, Delphine fera avec des mots techniques. On a installé des panneaux photovoltaïques sur le toit et comme on a une consommation énergétique tellement importante que ils sont pas branchés sur le réseau et on est en autoconsommation totale. On est parti sur, on a la chance d'avoir la nappe du Rhône à 17 mètres. Et donc, du coup, on est allé chercher la géothermie sur nappe. Et on a la chance d'avoir une eau à 15-16 degrés qui, du coup, pour les techniciens, c'était super. Et donc, on est chauffage par géothermie. On a travaillé, je voulais qu'on travaille absolument sur la sobriété. Donc ça, c'est des choses que moi j'ai demandé avec l'aide de Delphine. Et on a travaillé sur la récupération des calories des eaux chaudes de douche. C'est anecdotique au vu de la grande masse de la piscine, mais en fait, c'est pédagogique et c'est important même d'aller chercher les calories des douches. Donc ça fonctionne très bien. Et on est allé travailler sur la déshumidification thermodynamique. Je peux pas l'expliquer parce qu'en fait j'ai pas très bien compris, mais c'est l'idée d'aller chercher l'air et de la rendre chaude. C'est ça, Delphine? Ouais, c'est un sujet, l'air dans les piscines, donc c'est déshumidifier l'air. Et ce qui a été choisi ici, c'est de se servir du circuit évaporateur de la PAC avant de retourner dans la nappe. On vient déshumidifier par batterie froide sur la centrale double flux de la halle bassin. On se sert pas de l'air extérieur. Donc après, on a travaillé aussi sur la récupération des eaux de pluie pour alimenter les toilettes. Donc ça a été un grand moment également, puisque les ingénieurs m'ont dit que ce n'était pas possible, que l'ARS ne voulait pas, que c'était pas. Donc il a fallu que je téléphone à Amorce, qui me fasse une vision du texte. Donc ça a été compliqué et aujourd'hui on a une cuve de 100 mètres cubes qui alimente les toilettes. Tout ce programme de travaux, c'est 5 200 000 euros qui ont été financés par le Fonds vert, etc. Et on a eu finalement que 3% d'avenant. Bon, 3% sur 5 millions 2, ça commence à faire, mais on a réussi à peu près maintenir le montant. Et en fait, pour atteindre les 60% du décret écotertiaire, puisque je dis que c'était l'objectif des élus, donc il y a la partie technique avec les travaux qu'on a fait. Delphine va vous expliquer la partie donc suivi et des indicateurs. Et en fait, on s'aperçoit que l'usage et les usagers, c'est terriblement important. Et que en fait les gens voyaient un peu l'eau jaune par exemple dans les toilettes et tiraient 3 fois la chasse d'eau, donc c'était un peu compliqué. Donc on a mis en place des actions de sensibilisation avec des panneaux dans le hall qui expliquent les travaux, qui expliquent pourquoi il faut se doucher, etc. Un panneau qui explique les panneaux photovoltaïques, pour justement sensibiliser les personnes et le personnel qui, puisque nous on est en DSP, s'occupe de la piscine.
Et donc, du coup, la sensibilisation du délégataire est également importante. Vas-y, Delphine. Ouais. Bon, bah, bonjour à tous. Donc, du coup, c'est vrai que cette piscine, alors là, je vous ai mis un petit extrait. Virginie disait tout à l'heure, 13 bâtiments assujettis au titre du décret tertiaire. Le bâtiment 1, c'est la piscine Aqualone. Donc, c'est aujourd'hui, enfin, c'était en 2015, 2,4 gigawattheures de consommation, toute énergie confondue, sur les 5,4 des 13 bâtiments assujettis de l'intercommunalité. Donc, c'était vraiment un bâtiment à fort enjeu. Et donc, ce 60% d'économie d'énergie qui a été visé par les élus, ben, une fois la rénovation faite, on s'est vite rendu compte qu'il fallait mettre en place tout un process pour vérifier l'atteinte de ces objectifs. Les travaux ont été réceptionnés en septembre 2025. Et très vite, on a poussé l'intercommunalité à s'équiper d'une mission complémentaire pour suivre, tu peux passer Virginie, les consommations du bâtiment et pouvoir aussi euh, utiliser à bon escient la GTC, donc la supervision. Là, il y a eu un gros investissement dans la GTC qui a été faite, avec au début un travail qui a été fait par l'installateur de la chaufferie pour mettre en place cette GTC et comment dire, sans forcément de commandes claires sur ce que devait faire la GTC. Il y avait plein d'infos de partout, des courbes partout, des capteurs. On a, si on pour mettre peut-être le plan d'après, on a je ne sais pas combien de capteurs de calories, d'électricité et d'eau froide. Donc ça, c'est le plan de comptage de la piscine. Je les ai pas comptés, mais donc en rouge, c'est les compteurs de calories, en bleu foncé, les compteurs électriques et en bleu clair, les compteurs d'eau. Donc on a énormément de données qui remontent, mais tout l'enjeu là de cette mission qui est en cours en ce moment, c'est d'arriver à organiser un petit peu tout ça, d'arriver à organiser ces données et de permettre de faire le point un peu de ce qui se passe. Donc déjà pour l'intercommunalité, c'est très important de se retrouver en septembre 2026 pour savoir où on en est par rapport aux objectifs de moins 60% qui ont été votés par les élus. Et c'est vraiment un chiffre qu'ils ont bien en tête, donc ils nous attendent au tournant pour 2026, septembre 2026. C'était aussi essayer de structurer un peu toutes les analyses qui sont possibles par la GTC pour que le délégataire puisse s'appuyer dessus pour détecter des dérives. Et le troisième point qui était aussi important, c'est que cette GTC elle serve aussi à l'intercommunalité pour suivre la délégation de services publics et pour pouvoir faire des points réguliers avec son délégataire vis-à-vis des objectifs de niveau de performance. Donc on est là-dedans en ce moment, on est en train de travailler avec la cellule bâtiment, donc les chargés de mission entre Bièvre et Rhône qui sont dessus. On commence aussi on va commencer aussi tout doucement à mettre dans la boucle le service maintenance d'Entre-Bièvre et Rhône, qui d'ailleurs cherche un économe de flux. Je fais la petite publicité au passage. Et puis, CD2I, qui était le maître d'œuvre sur le projet qui est resté en appui de l'intercommunalité. Puis nous-mêmes, on essaye de structurer un petit peu tout ça. On, on a commencé le suivi mensuel en janvier et on a commencé à détecter des choses un petit peu où il va falloir qu'il y ait un travail qui soit fait de réglage. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un peu toutes les données de consommation qui avaient été imaginées en phase de maîtrise d'œuvre et on les a mensualisées. On a essayé de donner des objectifs mensuels, même si on sait que c'est un petit peu faux puisque la fréquentation de la piscine, ça va être un facteur important éventuellement pour réajuster les objectifs de consommation. Et ça, on n'arrive pas à le faire. C'est-à-dire que ce qui est réajusté aujourd'hui, c'est la rigueur climatique, puisqu'il y a une station météo au niveau de la piscine Aqualone. On n'arrive pas, enfin, on ne réajuste, on ne pourra pas réajuster les objectifs de consommation en fonction de la fréquentation. Mais bon, voilà, on s'est dit qu'on allait quand même faire l'exercice. Voilà, et on a aujourd'hui détecté des petits soucis, notamment sur le taux de couvert. Donc oui, on n'a peut-être pas trop expliqué, mais on partait d'une piscine 100% gaz. Et donc aujourd'hui, on est en géothermie sur nappe avec un puits qui fait 40 mètres cubes de débit maximum. Et donc la récupération d'eau de grise sur l'eau chaude, qui est un petit pouillet, mais effectivement des énergies fatales qu'on vient récupérer. Et puis le photovoltaïque, on a 85 kilowatts crête qui sont installés sur le toit de la piscine. Et ça a été dimensionné pour atteindre 60%. On sait ça va être compliqué. Ça va être compliqué aussi parce que l'état initial de référence de la piscine, c'était aussi qu'on avait une ventilation qui était pas très bonne. Et on avait des débits de ventilation avant le projet de rénovation qui étaient
pas conformes à ce qu'ils auraient dû être. Et donc, du coup, enfin, on avait une qualité de l'air intérieur de la piscine qui était plutôt en deçà et avec des volumes de brassage qui étaient plutôt en deçà de ce qu'ils auraient dû être. Donc ça a été aussi une difficulté de dire, bah, on fait moins 60%, mais tout en améliorant le confort, bien sûr, le confort thermique des usagers. Donc ici, je vous ai mis des petits extraits d'indicateurs qu'on suit. On suit bien évidemment les performances de la pompe à chaleur toute seule, avec ses auxiliaires, avec la nappe de fourrage. Voilà, on essaye de structurer un peu tout ça et de regarder si on est OK par rapport aux attendus. Je vais passer la slide d'après. Sur les consommations d'électricité, alors moi, à la GEDEN, nous, on n'est pas des sachants hein, des piscines, c'est des équipements qui sont quand même assez complexes. Il y a toute une histoire d'équilibre à trouver entre l'air intérieur d'une piscine, l'humidité dans la piscine, les températures des bassins, les températures de l'eau. Donc c'est tout ça, c'est un sacré équilibre qu'il faut trouver. Et j'ai été très marquée aussi par les consommations d'électricité associées aux piscines, notamment sur le poste ventilation et filtration d'eau. C'est des postes très, très importants. Et effectivement, enfin, tout le travail qui est fait au niveau national, va apporter beaucoup d'éléments, je pense, à la partie, enfin, nous, on est plutôt dans la partie, énergétique du métier. Mais c'est vrai que c'est des équipements tellement complexes qui nécessitent plusieurs compétences. Notamment tout ce qui est analyse des consommations d'eau et de la façon de filtrer et de laver les filtres, tout ça, c'est des sujets bien complexes. Euh, pour l'instant, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'au niveau des consommations d'électricité, on est vraiment dans les attendus sur les premiers mois de l'année par rapport à ce qui avait été conçu par la maîtrise d'œuvre. Donc, on est vraiment au niveau des postes filtration et ventilation à peu près dans les attendus. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Et puis, au niveau de la production photovoltaïque aussi, on est pour l'instant dans les attendus. Donc, sur cette partie-là, moins de soucis. Tu peux passer, ouais. Voilà, donc je vous disais, on est en train d'investiguer sur le taux de couverture du gaz par rapport à la géothermie. On surconsomme aujourd'hui, on a des petits sujets à aller rechercher. Sur la déshumidification aussi, c'est un sujet complexe. On se rend compte que notre eau de nappe, alors elle est chaude, alors c'est bien pour la géothermie, mais pour la déshumidification, c'est un peu moins bien. Donc, on est en train aussi de regarder un petit peu tout ça. Alors, quand je dis on, hein, c'est surtout CD2I et puis l'intercommunalité, puis le délégataire. Voilà. Et concernant les consommations d'électricité sur la géothermie, on a aussi des choses à aller regarder. Aujourd'hui, on n'a pas un bon COP global sur l'installation. Enfin, on n'a pas un COP qui est au niveau des attendus. Donc, on est en train de regarder des choses sur la température de consigne de la pompe à chaleur, voir si on peut pas mettre une loi d'eau. On a des courts cycles. Avec la GTC, c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses et notamment analyser les courts cycles de la pompe à chaleur, ce qui a été fait et on se rend compte qu'on a des petits démarrages, enfin, pardon, des petits arrêts inférieurs à 30 minutes sur le mois de janvier plusieurs fois pendant le mois. Donc ça, il faut qu'on arrive à chercher pourquoi. Voilà, donc tout un travail d'investigation en cours pour pouvoir mettre d'aplomb toute cette installation. Je crois que j'ai fini, me semble-t-il. Merci beaucoup Delphine et Virginie. On a quelques questions dans le chat. Juste avant de les prendre, une petite question de précision de mon côté. Il me semble, Delphine, que quand on avait changé, tu m'avais précisé que CD2I, côté maîtrise d'œuvre, était vraiment spécialisé piscine publique. Enfin, est-ce que tu peux éventuellement nous en dire un petit mot? Eh ben oui, dans l'équipe de maîtrise d'œuvre, il y a eu deux intervenants. On avait Indigo, Ouais. qui était plus sur la partie choix d'énergie, enfin, puis dimensionnement de la géothermie. Et CD2I, c'est lui qui a vraiment bâti l'Excel sur toutes les postes de consommation de la piscine pour arriver à démontrer à Entrebièvre et Rhône que oui, les 60%, ils allaient les atteindre avec tout ce qu'ils avaient prévu. Donc, ils ont été dimensionnés, les débits de ventilation, la filtration, enfin, tous ces autres postes d'énergie. Alors qu'Indigo, c'est un peu des gens que nous, on a l'habitude de côtoyer à la GEDEN. C'est des énergéticiens comme nous qui sont plus sur le process chauffage et des humidifications, mais il y a aussi tout le reste, quoi. Donc, voilà, c'est vrai que c'est des métiers spécifiques. Merci.
Alors, quelques questions dans le chat. Une question de Mélanie, aussi sur la maîtrise d'œuvre. Elle demande en quoi la maîtrise d'œuvre n'a pas su s'adapter à votre enfin, su s'adapter au changement climatique. C'était dans la présentation de Virginie. Euh, Je pense à la base parce que notre cahier des charges était pas clair et que l'adaptation au changement climatique, ça fait 2 ans qu'on y travaille et donc du coup autant sur le prochain projet, donc un gymnase qu'on fait en ossature bois et paille, là on a vraiment travaillé ce sujet-là. Là, sur la piscine, on commence en fin 2022, début 2023. La communauté de communes a comme priorité la rénovation énergétique et pas l'adaptation au changement climatique. Donc, on l'a pas écrit dans le cahier des charges. Je trouve que c'est pas quand même un argument. Ils auraient pu travailler dessus. Je crois que c'est tellement complexe que c'était compliqué d'en rajouter. On a quand même tenu bon sur la récupération des eaux de pluie. Pour eux, l'eau de pluie, c'est pour arroser. Et là, ça a été vraiment une bataille, hein, voilà. Et c'est pour ça que je dis que l'adaptation au changement climatique, il faudra que les services environnement travaillent et quasi imposent aux cellules bâtiments, aux personnes qui s'occupent dans les services techniques, cette vision îlot de fraîcheur pour que la piscine, quand Acté dit oui, c'est un îlot de fraîcheur, la piscine, si on travaille les abords avec des arbres, si on travaille, etc., et qu'on ne raisonne pas que enveloppe. Et c'est là où moi je mets un bémol sur la piscine. On s'est vraiment centré sur l'enveloppe et les énergies Et les renouvelables process. et le process parce que c'est tellement compliqué. Et donc du coup voilà, je sais pas si je réponds à la question, mais c'est ça qui s'est passé chez nous. Et j'ai vu qu'il y avait une question sur la maîtrise d'œuvre et se poser la question. En fait, dans les intercos, on est assez seul. Oui, on a bénéficié d'Acto, oui, on a bénéficié de plein de choses qui est vraiment super. Mais en vrai, aujourd'hui, on se retrouve, comme l'a dit Delphine, avec des milliers d'indicateurs. La cellule bâtiment, elle sait pas comment s'en dépatouiller. Il y a Delphine qui nous a dit non mais là vous allez pas y arriver, prenez une mission. Donc on finance une mission, c'est quand même 12 000 euros, hein. Enfin, faut se dire les chiffres. Donc 12 000 euros, c'est des CDI nous aident pendant 1 an, mais qu'est-ce qui va se passer l'année d'après? Donc quand je dis que voilà, on voulait vous faire un focus sur avant, comment les élus y décident. Bon bah nous ça a été la fermeture, mais sur le après, on en parle très peu et ben sur le terrain c'est très compliqué. Peut-être revenir, si je peux me permettre juste de 2 mots sur, la partie adaptation. Nous en visite, on s'est rendu compte que souvent la partie, protection, des vitrages était pas du tout prise en compte et en fait, on a des grandes surfaces vitrées dans les piscines orientées ouest, et souvent on se pose pas forcément cette question-là et bon, pour l'instant, c'est pas forcément, dans les programmes de conception, mais de plus en plus, ça va être un sujet et il faut être vigilant là-dessus. En plus de rajouter de la végétalisation autour, mais en fait, il faut aussi, se protéger avant tout, du rayonnement. Oui. Ce qu'on n'a pas dit, parce qu'on a fait le choix de cibler sur les énergies renouvelables. Tu peux couper, Marine, parce que quand ton son, ça fait de l'écho. Juste pour dire aussi que ce projet, il a bénéficié du contrat de chaleur renouvelable et qu'il y a quand même eu, enfin, je fais référence par rapport aux fiches que vous êtes en train de faire au niveau national, mais on a tout étudié au niveau des énergies renouvelables là-bas, le solaire thermique, la géothermie, la récupération d'eau de grise. Enfin, il y a eu tout
toute une recherche de la meilleure solution au niveau des énergies renouvelables. Ça a été un vrai casse-tête, hein. On a vraiment tout étudié dans tous les sens, notamment grâce au contrat de chaleur renouvelable qui a permis de financer toutes ces études-là portées par le département de l'Isère via les fonds ADEME. Mais voilà, donc ça a été, enfin, je pense que c'est intéressant toutes les fiches là que vous êtes en train de faire, mais effectivement, ça a été un gros travail en amont aussi. Alors, on n'a pas focalisé aujourd'hui l'intervention là-dessus, mais ça aussi, on pourrait en parler. Merci pour les réponses. Alors après, bon, j'enchaîne un peu sur les questions parce qu'il y en a plusieurs dans le chat. Il y a une question après sur le commissionnement. Est-ce qu'il y a eu une démarche de commissionnement mise en place dans le cadre du projet? Et si oui, bah, quel a été son impact sur la performance réelle? Bah, vas-y Virginie, si tu veux parler. En fait, je peux pas bien répondre. Pour moi, il n'y a pas eu de commissionnement. On a tout porté, on a eu des subventions et voilà. Mais du coup, je te laisse, Delphine. Bah, ça a été un peu le sujet, c'est que c'est parti en maîtrise d'œuvre classique en fait. Donc le projet de rénovation de Aqualone, il n'y a pas eu de réflexion sur un éventuel contrat de performance énergétique ou de commissionnement. Et c'est un peu cette mission là qui est en cours en ce moment, qui vient rattraper un peu tout ça et qui va s'apparenter, on va dire, à un commissionnement après coup, quoi. Enfin, ouais, de vérification des réglages enfin, c'est plus que de la vérification des réglages, c'est aussi pour moi donner les billes à l'intercommunalité pour ensuite suivre son délégataire, quoi. Voilà. C'est un peu l'objectif de tout ce qu'on est en train de faire en ce moment. Merci. Après, une question plutôt sur la maintenance. Est-ce que vous avez intégré la piscine dans votre contrat P2P3? Bah, c'est une délégation de service public. Donc, voilà. Et c'est le délégataire qui fait la maintenance de la piscine. Il n'y a pas de ça ne fait pas partie du contrat de maintenance d'Entrebièvre-et-Rhône voilà. Et une question de Sophie. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas retenu le solaire thermique? Alors pourquoi Alors il y avait, je pense, enfin là je vais peut-être parler en mon nom à moi à Géden et peut-être que Virginie tu compléteras. Le solaire thermique, il y a eu une étude qui a été assez loin avec une étude de faisabilité solaire thermique. Il y avait, à mon sens, plusieurs choses. C'est qu'on n'arrivait pas à produire autant d'énergie renouvelable qu'avec la géothermie. On était un peu limité au niveau de l'implantation des capteurs. On a cherché à voir si on pouvait autrement faire un mixte géothermie solaire thermique et ça a amené un petit peu des interrogations et des doutes sur la complexité que donnerait ce genre d'installation avec deux énergies renouvelables sur une même installation. Et comme c'est une délégation de service public, voilà, de comment ça allait être un petit peu exploité tout ça. Et donc finalement, c'est vrai que entre Bièvre et Rhône, enfin à Saint-Maurice-l'Exil, on a la chance d'avoir la nappe du Rhône qui est présente et du coup, on arrivait à produire plus d'énergie renouvelable avec la géothermie et du coup, le toit a été plutôt destiné à du photovoltaïque pour autoconsommer. Voilà. Je sais pas si Virginie, tu veux compléter. Oui, alors donc donc dans l'audit énergétique, on a travaillé sur sur le solaire thermique. Les élus ont choisi la facilité entre guillemets et la rentabilité économique. Euh, dans notre cas, le fait que la nappe du Rhône soit à 20 mètres, du coup, et en très grosse quantité, en fait, le solaire thermique était moins intéressant. Et quand on faisait les comparaisons d'énergie renouvelable, malheureusement, elle était pas compétitive chez nous. Attention. Et la biomasse, pareil, c'était pas du tout compétitif par rapport à la géothermie. Merci. On a encore une question plutôt sur l'aspect montage financier. Donc, est-ce qu'il y a une subvention d'équilibre qui a été versée aux délégataires? Et si oui, de quel montant? Et quel impact de la rénovation sur ce montant? Ça a été un gros morceau et pas du tout été suivi par
le binôme service technique, service environnement. Donc en fait, il a fallu qu'on passe par un cabinet juridique parce qu'en fait, il y avait des salariés et on a fermé pendant 1 an. On l'a pas dit avec Delphine, mais Oui, tout ce programme de travaux, on a réussi, parce que je pense que c'est quand même, on a réussi à faire une fermeture que d'1 an. Mais ça voulait dire travailler, enfin dire aux délégataires chômage technique, accompagnement, faire les lettres, justifier du chômage technique, etc. Et donc là, on a payé des indemnités à Vermarine pour qu'ils puissent payer. Donc ça a coûté cher. Et quand on dit 5 millions, 7 millions tout compris TTC de travaux, on n'intègre pas cette problématique juridique qui est pas anecdotique. J'ai pas les chiffres, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'appeler. Je sais où aller les chercher. Il y a donc là aujourd'hui, on a désormais une cellule bâtiment qui est en capacité de travailler sur la fin de ce projet. On n'a pas de cellule juridique parce qu'on est dans une interco, on n'est pas tout petit, mais on n'est pas gros. Il n'y a pas de service juridique et le suivi de DSP n'est pas fait. Et donc, ce qui a causé que, en fait, au bout de 20 ans, il a fallu remettre 7 millions dans une piscine. En fait, il y a aussi une partie de suivi de délégation qu'on n'a pas fait. Et là, on remet un peu les choses au carré. Tous les ans, on va faire l'état des lieux avec le délégataire. On suit les fluides, on suit les consommations. Donc ça devrait aller mieux. Après, il y a une subvention d'équilibre. Il y avait une subvention d'équilibre. Là, on va regarder, donc réouverture septembre 2025. On va regarder avec moins 60% d'économie d'énergie. Normalement, on devrait plus avoir besoin de verser une subvention d'équilibre. Donc, je sais pas si j'ai répondu à la question, mais je vous dirai ça. On se revoit dans 1 an, et puis je vous dirai vraiment si la subvention est finie ou pas. Merci. Et une question qui était passée à la trappe, plutôt sur la prise en main de la piscine, donc après la réception. Est-ce que vous auriez des conseils en termes d'organisation, soit pour le faire avec une prestation d'économe de flux, mettre en place de la maîtrise d'usage via un AMO, enfin voilà, si vous avez des conseils. Comment, Delphine? Avec ta Je vision commence. AGEDEN? Avec ta vision AGEDEN? Et moi, je Nous, fais vision Hébert. on a poussé entre Bièvre et Rhône enfin, il y a une fiche de poste qui est parue pour un économe. Alors, c'est une fiche de poste économe de flux, mais aussi suivi de toutes les supervisions, parce que là, entre Bièvre et Rhône, s'est lancé dans un programme de rénovation de son patrimoine. Et avec l'intégration de gestion technique centralisée sur plusieurs bâtiments qui commencent à arriver. Donc la fiche de poste, elle est aussi sur ce volet-là et justement sur aussi arriver à mettre un peu plus de maîtrise d'usage dans les bâtiments de l'intercommunalité via aussi l'utilisation des GTC. Donc, pour l'instant, il y a personne mais en poste, mais c'est plutôt le parti pris qui a été, enfin c'est ce qui a été décidé par Entre-Bièvre et Rhône. Je te laisse finir. Ouais. Donc du coup, effectivement, pour une communauté de communes de taille moyenne, en fait, de faire les travaux, c'est assez classique, on y arrive. Sauf que sur une piscine, le après est très important. Donc là, on s'est retrouvé vraiment un peu dans le dur. Donc c'est là où Delphine a dit non, mais il faut quelqu'un pour vous aider. Je me pose la question de après mission. Si on arrive à recruter quelqu'un, peut-être que voilà. Pour moi, c'est quand même très complexe.
Après, moi, je suis je suis responsable du service environnement énergie. Donc moi, je vais dire, je veux moins 60%, voilà, et je lâcherai pas. Par contre, derrière, je pense que ça va pédaler. Et pédaler dans une interco de 70 000 habitants, bah il y a trois personnes qui sont sur le terrain et un technicien quoi. C'est ça le service maintenance d'Hébert. Donc après, il y a le rôle de la DSP, c'est-à-dire que c'est vers Marine qu'il faut aussi qu'on sensibilise et qu'on amène petit à petit à comprendre, à affiner. Mais je sais pas ce que ça va donner dans un an, quoi. Je sais vraiment pas. Sur cet aspect organisationnel, si d'autres participants ont des retours à partager aussi, vous pouvez complètement ouvrir les micros et partager un retour d'expérience ou un questionnement. Enfin, vraiment, on n'est pas si nombreux, donc n'hésitez pas. Et on a reçu une autre question. Donc, est-ce que vous avez mis en place des déstratificateurs d'air conçus pour optimiser la performance énergétique des bâtiments? Et la question précise qu'il y a des financements C2E pour ce type d'équipement. Alors, on a mis dans des gymnases, mais pour la piscine, pour moi, il y en a pas, mais je laisse parler Delphine. Non, il y en a pas, non. Il n'y a pas des stratificateurs d'air. Je sais pas si c'est adapté aux piscines, je ne sais pas. J'en ai jamais vu dans des piscines. Je sais pas si côté Cerema et Acté, vous avez des... Ouais, je suis pas sûre avec... Non, on n'a pas forcément de retour. Bah, Il me semble merci que, Sophie. que dans le cadre du groupe de travail Acté, ADEME, CEREMA, un des participants avait dit que les déstratificateurs d'air n'étaient pas forcément pertinents dans les piscines parce que ça pouvait perturber la gestion des flux de la centrale de traitement de l'air, justement, interférer avec ça. Effectivement, on a une autre réponse dans le chat qui va un peu en ce sens de Julien, qui dit que c'est pas forcément pertinent avec le traitement des chloramines via la ventilation. Oui, oui. Je reviens juste sur la partie suivi. On a parlé un peu de la prise en main. Nous, le retour qu'on a avec les différents échanges qu'on a pu avoir, c'est vraiment que il faut que le suivi se fasse sur place, en fait, et que même quand il y a une personne qui passe une fois par mois pour, pour vérifier les consommations énergétiques, c'est pas forcément suffisant. Et bon, évidemment, tout dépend si la piscine elle est en régie ou elle est ou s'il y a un contrat dessus ou si elle est en DSP. Mais vraiment, là où on a vu des piscines qui étaient engagées et performantes, c'est quand l'exploitant lui-même, le directeur de la piscine, était le plus engagé et volontaire sur les démarches d'économie d'énergie. Et pour citer un d'eux, qui nous disait les piscines, c'est comme le lait sur le feu, ça se surveille tout le temps. Voilà. Merci. Euh, on va prendre une dernière question de Nadia côté Adum sur la température des bassins. À quelle température vous les chauffez? Et est-ce que vous avez fait le choix de ne pas faire de vidange technique? La température des bassins, elle est à 27 degrés, sauf, enfin, il y a une partie qui est en bébé nageur, alors ça monte au moment où c'est en bébé nageur. Et sur la vidange technique, je crois il va y avoir des échanges entre, enfin, là, je sais pas parce que c'est le délégataire il y a des échanges prévus entre le délégataire et entre Bièvre et Rhône sur ce sujet-là. En tout cas, toute la conception avait été faite au moment où on a fait la conception, enfin au moment où l'équipe de maîtrise a fait la conception, il y avait ces vidanges techniques qui étaient prévues et notamment enfin le dimensionnement des équipements avait été fait pour remettre en chauffe tous les bassins. Donc ça, c'est un sujet qui est arrivé après coup, quoi. Donc effectivement, je sais pas encore qualifier si ça a un impact sur la façon dont a été conçue l'installation, mais j'imagine que oui. Ok. Je vous propose qu'on s'arrête ici.
Merci beaucoup aux intervenants. Je ne sais pas si l'un de vous veut ajouter une dernière info ou un dernier mot, mais sinon, voilà, en termes de perspective, Yara l'a présenté. Il y aura donc fin 2026 ce guide en cours de préparation de la part de Cerema, Acté et l'ADEME. Donc je pense que des webinaires Yara seront prévus fin 2026 ou début 2027 pour présenter Oui, ce on n'a travail. pas encore on n'a pas encore calé de date, mais il y aura des webinaires spécifiques, oui. D'accord. Donc voilà, vous pouvez vous tenir informé, soit via les communications de Cerema, nous aussi on relaiera ce travail via le centre de ressources régionales, bien sûr. Et l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui vous sera envoyé à tous cette semaine avec les supports de présentation et les ressources aussi qui ont pu être présentées par les uns et les autres. Voilà. Peut-être que je peux rajouter que on a déjà fait une visite Cerema Aura 2E avec les intercos qui étaient dans le SCOT, dans notre SCOT pour qui voient un peu ce programme de travaux. Il n'y a pas de souci pour refaire une visite si vous avez envie. C'est toujours impressionnant de voir ces centrales d'air, etc. Enfin, et aussi bien pour les techniciens que pour les chargés de mission plan climat, parce qu'on a tous beaucoup de piscines. Donc nous on en a 3, on n'en est qu'à la première. Donc il va falloir qu'on y passe. Donc il n'y a pas de souci pour réorganiser une visite si besoin. Il y en a 60 en Isère, donc en tout cas côté Isère, on les a comptés. Merci beaucoup Virginie pour l'invitation, c'est bien noté. C'est bien noté. Merci à tous à nouveau pour votre participation. On s'arrête là pour aujourd'hui et à bientôt pour un prochain webinaire du Centre de ressources. Bon appétit et bonne journée à tous. Merci beaucoup, bon appétit. Bonne journée. Merci.